Bonjour à tous, je m'appelle Sarah El Mahi, je suis Deputy Director de CID Maroc et je vous remercie d'avoir répondu présent à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la conférence UFM Women for Mediterranean pour cette édition 2020 où nous allons découvrir ensemble l'histoire d'une femme marocaine leader. Alors aujourd'hui, à l'échelle mondiale, y compris au Maroc, les femmes participent fortement à la croissance économique et leur potentiel n'est plus à démontrer. Ces femmes dirigeantes et leaders sont réputées pour leur qualité d'écoute, d'humilité et d'empathie et pour la plupart d'entre elles, le leadership participatif est un must et l'épanouissement de leurs équipes est parmi leurs objectifs principaux. Cependant, malgré ces qualités que je viens de partager avec vous, nous les femmes sommes encore sous-représentées dans les positions dirigeantes, que ce soit dans le secteur privé ou public. Nous allons donc ensemble aujourd'hui découvrir l'histoire d'une femme marocaine leader qui partagera avec nous son parcours et ses challenges. Et je vous invite donc tout au long de cette session de partager avec nous vos tweets, vos posts en utilisant le hashtag affiché sur vos écrans. Alors aujourd'hui, je suis ravie et honorée de vous présenter Madame Samira Khmlichi, une femme marocaine d'exception, une des rares femmes marocaines à accéder à un poste de haut niveau dans le domaine de la finance et la première femme marocaine à être nommée PDG d'une filiale d'un groupe bancaire marocain. Après son parcours académique en France, Madame Khmlichi revient au Maroc et commence son parcours professionnel en tant que chargée de fonds de commerce, puis directrice d'agence bancaire. Ensuite, elle enchaîne plusieurs postes à responsabilité dans différents départements, notamment les RH et le marketing. Aujourd'hui, elle est PDG de Wafa Cash, filiale d'Attijari Wafa Bank et premier établissement de paiement à avoir obtenu un agrément de Banque Al Maghreb pour se lancer dans le paiement mobile. Madame Samira Khmlichi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et pour commencer, racontez-nous comment vous en êtes arrivée là. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureuse et honorée de parler au nom de la femme marocaine. Leader peut-être pas, mais en tous les cas au nom de la femme marocaine et de ce que nous faisons dans notre pays et de ce que nous avons encore à faire dans notre pays, parce qu'en réalité il y a énormément de choses encore à faire, comme tu l'as dit Sarah, et il est important qu'on se donne la main tous ensemble, hommes et femmes d'ailleurs, pour qu'on fasse avancer les choses. Alors pour ce qui me concerne, comme tu l'as dit, j'ai démarré j'ai démarré dans le secteur bancaire et j'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire. J'ai eu 2 employeurs en tout et pour tout, pour te dire que je j'ai pas beaucoup changé, hein. C'est pas un petit peu la volatilité actuelle que nous voyons sur le marché, mais en même temps, et c'est ce qui peut-être m'a retenu, c'est que j'ai fait énormément de choses et j'ai appris énormément de choses et j'ai eu différentes responsabilités. Je n'avais pas besoin de changer d'employeur pour changer de métier. Et ça, c'est quand même la force du service de la banque, parce qu'au sein de la banque, bien sûr, on rentre, il faut d'abord apprendre le métier de la banque. Et donc, le métier de la banque, c'est le commercial, c'est d'être face à un client, c'est d'être confronté à un client, c'est de répondre aux besoins d'un client et de surtout se sentir épanoui dans ce travail face à ce client. Et une fois qu'on a fait ce travail d'être dans une approche commerciale, après, c'est très intéressant de se dire, je peux faire autre chose à la banque. Parce que la banque, c'est pas que du commercial, hein. La banque, c'est, comme tu l'as dit, c'est du RH, c'est du marketing, c'est de la com, c'est de l'informatique, c'est de l'organisation. Donc, franchement, c'était très intéressant pour moi selon mes envies et je dirais un peu la volonté de l'employeur aussi, de pouvoir faire des choses différentes. Et ça m'a mené, même si je suis pas du tout diplômée en RH, à faire de la RH, comme ça m'a mené à faire de l'organisation un peu, du marketing stratégique. Donc vraiment, je me suis mise dans une logique d'évolution et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je dirige un établissement financier et j'en suis la PDG. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de bonne volonté, il y avait de l'ambition, c'est certain, et il y avait aussi de l'encouragement, parce que je ne pouvais pas avancer toute seule, de toutes les manières. La première personne, je dirais, qui m'a encouragée, c'est d'abord mon père, parce que c'est lui qui m'a permis de faire mes études, d'aller à l'étranger. Il y a quelques années encore, c'était un peu plus compliqué pour une femme d'aller faire ses études à l'étranger, de faire mes études là-bas. Il m'a jamais obligée à revenir au Maroc.
C'est volontairement et moi-même qui ai décidé, une fois mon diplôme obtenu, de revenir au pays, alors qu'à l'époque, on était recherchés et on nous demandait, on nous priait de rester sur place. Mais j'ai été parmi ceux qui ont décidé de revenir au Maroc et je le regrette pas du tout. Donc, pour te dire que vraiment, c'était intéressant. Et après, la vie vous fait rencontrer des gens qui vous permettent d'apprendre la vie et surtout de nourrir une volonté de pouvoir réussir et de pouvoir montrer que autant la femme que l'homme, nous sommes égaux face à l'évolution. Il faut juste qu'on nous donne les mêmes moyens et qu'on puisse avancer tous ensemble. Je pense que si je devais résumer, c'est vraiment sur ça que je m'arrêterais. Merci beaucoup, Madame Samira. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez en 2020, il est toujours difficile pour les femmes d'occuper des responsabilités ou des positions à haute responsabilité? Certainement. Moi, je pense que oui, parce que quand on voit les chiffres ne sont toujours pas bons. Hein, donc, ça veut dire que quelque part, on n'a pas encore trouvé la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Mais en même temps, moi, je me dis... c'est partagé un petit peu aussi, parce que nous, en tant que femmes, souvent, on manque un peu de confiance. Et donc, ce manque de confiance fait que, il y a des moments où on ne se sent pas légitime pour prendre une responsabilité. Moi, si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est il faut qu'on comprenne que nous avons autant de légitimité que les messieurs à pouvoir avoir et à obtenir des postes. Maintenant, je vous assure, une femme, pour qu'elle puisse accepter un poste de responsabilité, il faut qu'elle le maîtrise, allez, je vais être gentille, à 80% au moins. Sinon, elle va dire, ouais, mais je vais pas pouvoir, je vais avoir des problèmes, je ne sais pas trop quoi. Alors qu'un jeune homme, même s'il est à 20 ou 25% des compétences de ce poste, il va dire, oui, je prends. Parce qu'on l'a éduqué de cette manière à prendre des choses. Alors que, la femme, c'est un peu plus compliqué dans nos environnements. D'ailleurs, souvent, je donne cet exemple. Un enfant, dès le départ, en réalité, on l'oriente et malheureusement, dans notre environnement, on n'oriente pas la femme comme on devrait. En tous les cas, il faut qu'on améliore les choses. Pourquoi? Je vous donne l'exemple vraiment simple. C'est que quand un petit garçon a un an et demi, le premier cadeau qu'on va lui offrir ou jouet qu'on va lui offrir, c'est un ballon. Ce ballon, il en fait quoi? Il va chercher quelqu'un avec qui jouer, parce qu'il ne pourra pas jouer tout seul. Et donc son networking, il va le démarrer dès qu'il est sur ses deux pieds. Une jeune fille ou une petite fille, quand on lui fait un cadeau, son premier cadeau en général c'est une poupée. Une poupée, elle joue avec. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour jouer avec elle. Et donc, automatiquement, elle va démarrer bien plus tard son networking. Quand un petit garçon démarre à l'âge d'1 an ou d'1 an et demi, 2 ans, elle, peut-être qu'elle va le démarrer quand elle ira à l'école. Donc, voyez le gap, on l'a créé dès le départ. Et c'est à nous, maman, aussi, d'offrir des poupées à nos garçons et peut-être des ballons à nos filles pour leur permettre juste de retrouver un équilibre et qu'on puisse ensemble faire que nos pays évoluent réellement et qu'on puisse être des contributeurs et des développeurs de notre pays, tant dans le développement économique que social et sociétal. Absolument. Et donc, avant de peut-être passer à ma troisième question, j'invite en tout cas l'audience à partager avec nous leurs questions dans le chat. Nous serons ravis de les traiter à la fin de cette discussion. Alors effectivement, Mme Khemnichi, vous avez bien dit, aujourd'hui, une femme a besoin de développer son network depuis son très jeune âge. Et du coup, selon vous, aujourd'hui, quelles seraient les caractéristiques d'une femme leader? Y a-t-il des caractéristiques spécifiques à une femme leader? Je pense qu'en dehors de la compétence technique, c'est des caractéristiques humaines et notamment l'empathie. Et c'est les seules peut-être différences qu'elle peut avoir avec un leader homme. Je ne suis pas très fan du terme leadership féminin, parce que pour moi, le leadership, on l'a ou on l'a pas, qu'on soit un homme ou une femme. Mais moi, je dis juste que dans notre attitude de leader,
eh ben, notre attitude change selon qu'on est un homme ou une femme parce que notre mindset n'est pas le même. Et donc, notre manière de réagir et de réfléchir n'est pas la même. Quand la femme réfléchit à plusieurs choses à la fois, souvent, bon, ben, les hommes vous disent non, on va faire ça d'abord, puis ça ensuite. Alors que nous, non, ben, on réfléchit à la maison, on réfléchit au bureau, on réfléchit aux collaborateurs, on réfléchit à l'environnement, on réfléchit à l'évolution. Donc, vous voyez, et automatiquement, c'est ce mix que nous avons peut-être un peu plus par rapport aux hommes, désolé messieurs, qui nous permet de créer un peu plus d'empathie, même si on est exigeant dans notre travail avec nos collaborateurs, mais le caractère humain reste quand même, et je pense qu'il va le devenir de plus en plus, au cœur vraiment de la stratégie d'un leader. Parce que le monde est en train de se digitaliser, les évolutions sont là, qu'on le veuille ou pas, il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Mais il ne faut pas qu'on oublie un point important, c'est que nous sommes d'abord des humains. Et donc, c'est ce caractère humain qui fera la différence demain entre un leader qui est mobilisateur, entre un leader qui va créer l'innovation, qui va créer l'approche commerciale, qui va être dans une logique vraiment d'accompagner ses collaborateurs, et un leader qui se dit, moi je suis le boss, je suis arrivé, ouais, c'est génial, c'est très bien, maintenant on n'a qu'à exécuter mes avis. Non, un leader est celui qui écoute, c'est quelqu'un de simple qui est aussi dans l'écoute, dans l'empathie et dans le partage. Donc vraiment, c'est sur ça que nous pourrons faire la différence entre leaders, sans parler de sexe. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'il n'y a pas de différence entre un leadership féminin et un leadership, si je me permets, masculin. Perso, pour moi, il y a le leadership. Maintenant, tout dépend de la manière dont on a envie de manager et d'être ce leader. Alors, soit on est un leader empathique, soit on est un leader, pour ne pas dire un mot dur, mais difficile. Et donc, voilà. Mais le leadership, c'est quelque chose qu'on améliore au fur et à mesure dans le temps. Mais en même temps, homme ou femme, in fine, c'est la même chose. C'est juste la façon de pratiquer ce leadership qui sera légèrement différente, mais qui s'adaptera au contexte dans lequel on travaille. Si une femme se trouve dans un contexte où il n'y a que des hommes autour d'elle, son leadership sera peut-être différent que si elle se trouve dans un environnement où elle a des femmes autour d'elle. Donc, vous voyez, mais je pense que même un homme, ça doit être la même chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir clarifié ce point, parce qu'on nous avons tendance à faire justement une très grande différence entre un leadership féminin et un leadership masculin. Alors, Madame Samira Khmilichi, en 2018, vous avez été nommée par M. Mohamed El-Kittani, président directeur du groupe Attijari Wafa Bank, à être la première femme PDG d'une filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Comment vous avez vécu cette nomination? C'était assez particulier, parce que effectivement, moi je dirigeais déjà, j'étais directeur général déjà de la filiale, et j'avais un président de conseil d'administration qui est un homme que j'adore et qui était mon boss en réalité. Et donc j'ai vécu ça pendant des années sans aucun problème. Et en 2018, si Mohamed Kittani et Boubacar El-Jay, donc ont décidé on va aller un peu plus loin, et non seulement tu es DG, mais on veut aussi que tu deviennes PDG, donc tu prennes vraiment la responsabilité totale de la filiale en tant que président directeur général. Et donc voilà, j'ai été un peu étonnée au départ, pour être franche, parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que un matin ils viennent et qu'ils me disent écoute Samira, aujourd'hui tu en sortant d'ici tu deviens PDG. J'ai dit ok, fine, bien. Mais après c'est après que je me suis dit waouh, mais c'est quelle responsabilité, parce que une fois qu'on est PDG, c'est quand même je dirige un établissement financier. Sur la place marocaine, c'est la première fois qu'une femme dirige un établissement financier en tant que PDG. Donc, j'avais beaucoup de premières fois. La première fois qu'il y avait une PDG dans le groupe Tijari, la première fois qu'il y avait une femme dans un établissement financier. Et j'étais là et je me disais, ouais, mais c'est que moi, j'ai pas changé. C'est pas le titre, c'est peut-être le titre qui a changé, mais moi, j'ai pas du tout changé. Et sincèrement, rien n'a changé dans mon quotidien.
Ce n'était pas une source J'ai de plus, stress j'ai plus supplémentaire? de responsabilités, mais mon quotidien n'a pas changé. Dans ma famille, ça n'a pas changé. J'ai pas pris de galon en disant attention, je suis la PDG, vous ne me parlez plus, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière très naturelle. Et vraiment, je remercie Si Mohamed Ktani et Boubkar Jaï à l'époque de leur confiance parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais tu vois, mon attitude là est celle de quelqu'un qui se dit mais est-ce que réellement je méritais ça? Très probablement que oui, sinon ils ne m'auraient pas donné cette responsabilité. Mais c'est typiquement féminin de se dire waouh, mais est-ce que je mérite? Est-ce que je le mérite? Absolument. Voilà. Et donc, est-ce que je le mérite? Il faut qu'on prenne l'habitude de le penser beaucoup moins. Et surtout de se dire, ben, si on nous a donné quelque chose, profitons-en, mais c'est que réellement on mérite ce qu'on nous a donné. Et donc, Madame Samira, comment votre entourage a réagi face à cette nomination? Franchement, bon, j'ai un mari qui était banquier, il me dit, waouh, c'est top, tu as pris plein de responsabilités. Parce que être PDG, c'est beaucoup de responsabilités juridiques aussi. Mais franchement, ils étaient très fiers. Parce que de se dire première, ouais, ça leur a fait plaisir. Mais ils ne me ménagent pas pour autant, hein. Si tu veux, l'entourage, une fois que le premier plaisir est passé, bah après, c'est du quotidien et on vit normalement, hein. On n'a pas changé de maison, on n'a pas changé de quartier et voilà quoi, on est là où on est quoi. Je vais toujours faire mes courses le samedi au marché, hein, pour que ça soit clair. En tout cas, moi, je vous ai rencontré dans le cadre de CID. Vous avez été non seulement mentor, mais vous avez aussi été, vous avez participé, vous avez été parmi le board qui dirige aujourd'hui CID Maroc. Vous êtes une femme exceptionnelle, je l'ai dit pendant mon introduction, mais je tiens aussi à le préciser. Une femme avec un grand cœur qui n'hésite pas à partager ses conseils, partager son vécu, son expérience avec les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs, en tout cas, qui aujourd'hui font partie du réseau de CID. Alors, Madame Khemnechi, en mars dernier, le Maroc, comme le reste du monde, a été affecté par la crise sanitaire. Alors, nous avons tous été contraints de rester chez nous, confinés pendant plusieurs semaines. Vous, autant que PDG de Wafa Cash, comment vous avez réagi à cette situation d'urgence et quelles étaient vos premières décisions et mesures pour faire face justement à cette crise? Écoute, on l'a vécu de manière très sereine, malgré tout le stress qu'il y avait parce qu'on était face à l'inconnu. Nous l'avons vécu de manière très sereine. On a constitué un petit comité. Des directeurs, du COMEX, de quelques collaborateurs pour réfléchir à comment nous allions accompagner cette problématique. Parce qu'en fait, on était face à un inconnu qui s'appelait le Covid. Et on était face à un confinement qu'on n'a jamais vécu. Et on était face à plein de choses qui étaient là et qu'on sentait. Mais en même temps, Wafa Cash, j'en ai pas parlé, mais c'est une structure qui au Maroc est de l'ordre de 2000 points qui sont au service du citoyen. Et donc, on est un vrai service public. Wafa Cash est une société qui a un réseau développé à travers le pays. On est présent dans plus de 430 ou 450 localités au Maroc, juste pour que vous compreniez. Et donc, c'était comment nous allions assurer le service et comment nous allions assurer la continuité du service au niveau du Maroc. Alors, pour ne pas faciliter les choses, Wafa Cash n'est pas présente qu'au Maroc. Elle est présente aussi dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc, c'était comment nous allons gérer le Maroc et comment nous allons gérer les autres pays d'Afrique subsaharienne. Comment nous allons pouvoir gérer nos collaborateurs. Et là aussi, c'était toute une histoire. Parce que bien sûr, on avait nos PCA préparés, avec des espaces dédiés, avec des machines qui étaient déjà disponibles pour qu'on puisse démarrer en cas de pépin au siège. Mais en réalité, avec le confinement, les PCA physiques n'avaient plus lieu d'être. Et nous sommes passés, et nous avons décidé avec l'équipe qu'on a constituée, en 2 jours, nous avons migré vers un PCA virtuel, totalement digital, où toutes les personnes étaient équipées de machines chez elles et qu'elles pouvaient travailler et assurer le quotidien de ces 2000 points de vente. Parce qu'en fait, on a 2000 points de vente qui étaient opérationnels et ouverts.
Et donc, être ouvert, c'est assurer que le système d'information fonctionne, c'est s'assurer que les fonds, donc la monnaie, était disponible dans les points de vente, mais c'est surtout s'assurer de la sécurité des collaborateurs. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup de choses, hein, mais le plus important pour nous, c'est comment nous allons protéger les collaborateurs. Alors, une fois que le technique des gens du siège, on a tout arrangé, et on s'est retrouvé confronté à un problème simple aujourd'hui, mais qu'il était beaucoup plus à l'époque. C'est comment trouver des masques pour les collaborateurs en agence pour qu'ils puissent se protéger vis-à-vis de la clientèle. Comment trouver de l'alcool, du gel hydroalcoolique pour l'envoyer à nos collaborateurs en agence pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent assurer le service à la clientèle. Et je vous prie de me croire que ça n'a pas été facile. Parce que faire un PCA digital a été nettement plus simple et plus facile que d'acheter des masques et du gel hydroalcoolique. Il a fallu faire du networking. À l'époque, j'ai appelé une amie en disant « Écoute, j'ai besoin de gel hydroalcoolique ». Elle m'a dit « Tu vas être la première à être livrée ». Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu être livré dans les meilleurs délais pour pouvoir tout simplement assurer la sécurité de nos collaborateurs. Et à partir de là, on a vécu chacun dans nos espaces confinés. Mais ce que j'ai fait et qui était pour moi très important, c'est qu'on a énormément gardé le lien. On avait un comité tous les jours, même si c'est pour nous raconter une blague. Et je vous prie de me croire qu'on racontait pas beaucoup de blagues, mais plutôt qu'on parlait de choses sérieuses. Mais ce comité tous les jours nous a permis de garder le lien, de nous parler et de pouvoir être en proximité par rapport aux uns et aux autres. On a aussi maintenu nos comités habituels qu'on faisait en séance, en salle et autres. On les a maintenus avec les équipes commerciales, avec les équipes du siège. Donc, on a essayé de garder ce lien. Et la com interne est montée au créneau. Et donc, on est rentré dans une logique d'accompagnement, santé et sécurité. Et quand je parle santé, c'est la santé psychique, c'est tout. C'est beaucoup de choses. Et donc, la com interne est rentrée dans un événement de créer l'événement chaque jour. Et donc, chaque jour, la com interne était en train d'écrire à tous les collaborateurs pour soit leur donner des conseils, soit leur partager avec eux des choses à voir, d'aller visiter un musée virtuel, soit pour faire une heure de yoga, soit pour faire un cours de cuisine. Et donc, on est rentré vraiment dans une logique d'accompagnement des collaborateurs pendant toute cette période de confinement. Et Dieu seul sait qu'elle a été longue, parce qu'en plus, nous avons été sollicités par les autorités pour pouvoir distribuer les aides sociales qui ont été distribuées au Maroc. Et là, on s'est retrouvé avec une flopée de personnes qui passaient tous les jours, qui avaient besoin et qui étaient dans le besoin. Donc, il fallait absolument que nous puissions assurer le relais. Et à côté de ça, j'étais dans l'obligation aussi de voir ce qui se passait dans les autres pays où nous sommes présents et d'accompagner aussi chaque pays, je dirais, dans l'état d'évolution, de suivre. Quand j'entendais qu'un collaborateur était malade, j'étais au téléphone en train de chercher à comment il allait. Donc, tu vois, vraiment, on a vécu, et là, l'humain a été au cœur de tout. On était dans une logique humaine très, très, très importante. Et c'est ce qui nous a permis de passer, alhamdoulilah, les choses de manière vraiment très sereine, avec de temps en temps des stress, mais vraiment des stress qui étaient gérables. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'est reconfinés et on est quasiment tous chez nous à la maison en travaillant et en étant connectés. Donc vraiment, c'était cette logique-là que j'ai essayé de mettre en place. Et franchement, je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi et qui nous ont permis de le faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, vers la fin un petit peu du confinement, on a créé une chanson que d'ailleurs j'ai partagé avec toi. Absolument, c'était ma question. Voilà, et donc on a créé une chanson pour les collaborateurs qui ont travaillé en agence. Et c'était juste pour leur dire merci pour ce que vous avez fait. Et si quand on voyait les gens parler de héros, vous avez été nos héros, parce qu'en réalité, c'est grâce à vous qu'on a pu assurer la continuité de notre activité.
Parce que le technicien, c'est super beau, mais s'il n'y a pas un commercial en frontal avec un client, ben, on n'a rien fait en réalité. On ne pourra rien faire. Donc, franchement, on était dans cette logique-là et alhamdoulilah, ben, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, j'ai vu la vidéo, j'étais en tout cas très moi-même émue de voir justement tous ces collaborateurs de Wafa Cash qui remerciaient les différents collaborateurs qui étaient présents pendant cette situation de crise, pendant la pandémie, alors qu'on était tous confinés chez nous. Et qu'on avait peur en plus. Absolument, absolument, et qui étaient là justement à servir votre clientèle pendant justement cette crise sanitaire. Alors, Madame Samira, quels seraient, je dirais, vos conseils ou quels seraient peut-être des devices que vous allez partager avec les entrepreneuses et les managers qui, elles, aujourd'hui, dirigent des entreprises pour justement faire face à cette situation de crise actuelle? Tu sais, moi, je pense que quand on est chef d'entreprise, le premier souhait, c'est de réussir ce que nous entreprenons. Et donc, pour réussir ce qu'on entreprend, ben, il faut d'abord bien le maîtriser. Une fois qu'on le maîtrise bien, il faut se dire, ben, même si aujourd'hui la situation est difficile, c'est peut-être maintenant que je dois trouver de nouvelles opportunités. C'est peut-être maintenant que je dois peut-être changer tout simplement d'orientation. Si j'étais orientée clientèle physique à 100%, ben, peut-être que demain, je ne dois plus être dans cette logique-là. Je dois introduire le digital. Si je suis dans le digital, peut-être que non, je peux rajouter autre chose. Donc, en fait, franchement, en tant qu'entrepreneur, le vrai challenge de chacun, c'est de se dire, eh ben, j'accepte de me remettre en cause. La science infuse, elle n'existe pas. J'accepte de dire, ben, tiens, j'ai fait ça pendant des années comme ça, ou je viens de démarrer, j'ai pensé à faire comme ça, mais en réalité, peut-être que je me trompe. Et donc, si on accepte de se dire qu'on s'est trompé, qu'on peut changer, ou que tout simplement l'environnement a changé et donc ma vision ne peut plus être la même, c'est le premier challenge qu'on doit relever. Le second challenge, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. Parce que si on est dans une logique d'apprécier ce qu'on fait et qu'on est dans une logique de partage, d'abord les gens qui travaillent avec vous, ils ont envie de travailler avec vous. Et donc, ils vous accompagneront. Et si vous les valorisez, ben, ils vous valoriseront aussi. Et donc, automatiquement, si on arrive à faire ça, si d'un côté, on accepte de se remettre en cause, si de l'autre, on accepte aussi d'être dans le partage et l'écoute des autres, ben, je crois qu'en général, on ne peut que réussir. Il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Et se dire aussi, il faut être ambitieux, mais il faut avoir les moyens de son ambition. Ben, rien ne s'est fait du jour au lendemain, même le monde s'est créé en 7 jours. Donc, je dirais, on va y aller petit à petit. Et ben, le premier mois, je vais faire ça. Le second, je vais faire ça. La première année, je vais être à ce niveau-là. La troisième, voilà comment je serai. Et il faudra se challenger pour réussir et arriver à ce qu'on a envie de faire. Même si, effectivement, je sais, aujourd'hui, on a eu le Covid, demain, ça peut être autre chose, hein, les virus et les trucs. On continuera à vivre avec des problématiques. Aujourd'hui, c'était une problématique sanitaire. Demain, ça peut être une problématique autre à laquelle nous ne pensons même pas aujourd'hui. Donc, c'est de se dire comment, à partir de là, ben, je vais pouvoir m'adapter et je vais pouvoir réagir et contrecarrer ben, cette difficulté par une idée. Et de faire que mon idée se transforme en réalisation. Je vous remercie beaucoup, Madame Samira, et je pense avoir posé plusieurs questions. Je donne donc la parole au public pour partager avec nous ces questions. Nous en avons déjà reçu quelques-unes que je vais partager avec vous. Alors, parmi les questions que nous avons reçues dans le chat, Madame Rnechi, pensez-vous que le monde post-Covid-19 sera plus ou moins adapté au style de leadership et d'entrepreneuriat féminin? Il le sera davantage. Il le sera davantage. Parce qu'en fait, de plus en plus, on va mettre l'humain au cœur des préoccupations. Et quand je dis l'humain, c'est autant les collaborateurs que les clients. Et du coup, plus on va réfléchir en empathie, plus on va réfléchir en proximité, en écoute et en simplicité, et ben plus les femmes devraient normalement être
au top du top. Donc maintenant, il faut juste qu'elles aient cette confiance en elles pour se dire c'est le moment ou jamais, pour que je puisse avoir ma place et surtout pour être une vraie contributrice au développement social et sociétal de nos pays. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir la moitié de la population d'un pays, parce que plus ou moins dans tous les pays, nous sommes à 50-50, d'avoir la moitié de la population qui est quasiment pas opérationnelle, juste parce que c'est des femmes, c'est pas permis. Nos pays ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de personnes qui sont diplômées, qui ont toutes, je dirais, les chances de réussir et qui se disent, oui, mais bon, je sais pas si je peux ou je peux pas. Non, on se lance, on se jette à l'eau. On réussit, tant mieux. On réussit pas, le droit à l'erreur existe et il faut refaire. Et il faut refaire et refaire et refaire. Donc, je pense que les femmes, elles ont toutes leurs chances, au contraire, de pouvoir faire évoluer les choses. Merci. Alors, on reçoit encore pas mal de questions dans le chat. Parmi celles-ci, avez-vous des suggestions pour les femmes à la recherche d'opportunités de mentoring? Et d'ailleurs, êtes-vous même un mentor? Oui, bien sûr, je suis mentor. Je suis mentor avec CID. Je suis aussi mentor avec une association qui s'appelle Mentor L au Maroc et qui mentore un certain nombre de jeunes femmes. Je suis dans Women Working for Change avec le groupe Jeune Afrique et là aussi on réfléchit à des sponsors, donc à un level même un peu plus important que le level du mentor pour accompagner des jeunes femmes à faire davantage encore. Bien sûr, moi je pense que aujourd'hui il est important qu'on soit dans le partage et qu'on soit aussi dans l'écoute et la simplicité. Un leader n'a pas besoin d'être gradé pour qu'on dise c'est un leader. Merci en tout cas pour cette réponse. Et si vous êtes à la recherche de mentoring, et justement pour être mentoré par Madame Semira Khmelechi, n'hésitez pas à consulter CID Maroc sur les réseaux sociaux et à m'en consulter moi-même. Alors, Madame Semira, il y a d'autres questions aussi qui arrivent dans le chat parmi celles-ci. Est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent en 2020 de célébrer la journée de la femme? Je la déteste, cette journée. Pour être franche avec vous, je suis l'une des rares et je vais vous dire quelque chose. Dans mes équipes, on est quasiment globalement, on doit être à 47-53 hommes-femmes. Donc, les femmes sont à 47%, les hommes à 53%. Et malgré tout, je n'offre rien et je dis, parce que pour moi, la journée de la femme, c'est pas une journée de fête, c'est une journée où c'était juste pour obtenir ses droits. Et donc, fêter la femme, il faut la fêter tous les jours. D'ailleurs, pour l'anecdote, au Maroc, je leur dis, on a la semaine du cheval et la journée de la femme. Donc, je ne fête pas de journée de femme. Je vais d'un principe simple, c'est que tous les jours de l'année, c'est des jours de la femme. C'est noté. Et donc, encore une fois, le leadership féminin en force. Et donc, aujourd'hui, le leadership africain et marocain qu'on tient aujourd'hui à préciser et à partager avec vous tous. En attendant vos questions dans le chat, il y a une question qui est autour de la valeur. Le leadership se construit autour des valeurs. Quelles sont les vôtres? Quelles sont les miennes? Ou je serais un but de ma personne si je voulais donner. Mais franchement, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très simple. Beaucoup de respect. Beaucoup de franchise et de transparence parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée et donc je pouvais pas faire autrement et franchement les valeurs partage, les valeurs écoute, la valeur disponibilité, pour moi c'est des valeurs très importantes pour quelqu'un qui a envie d'aider et de se faire aider. Et donc comment vous imaginez qu'on pourrait aujourd'hui former les femmes leaders de demain? En se basant sur ces valeurs, bien entendu. Il faut qu'elles les pratiquent au quotidien et qu'elles en soient convaincues. Parce que si elles sont convaincues de ces valeurs-là, elles vont les pratiquer au quotidien, même sans s'en apercevoir. Et donc, si elles arrivent à le faire, elles les auraient, ça y est, c'est fait. Et vous pensez que c'est un exercice facile aujourd'hui pour la femme? Non, du tout, parce que c'est une vraie discipline. C'est une vraie discipline de pouvoir s'obliger à des valeurs, parce qu'il y a des moments où on n'est pas obligé de le faire. Est-ce que vous pensez
c'est difficile pour la femme de façon générale ou surtout encore plus pour la femme africaine? Pour la femme de façon générale, je pense. Maintenant, vous savez, globalement, quand on voit la femme africaine, quand on voit les femmes en Afrique subsaharienne, quand on voit les Nigérianes, quand on voit les Ivoiriennes, quand on voit les Sénégalaises ou autres, mais je suis désolée, c'est de très, très beaux modèles de femmes et d'expérience et de réussite à travers le monde. Donc, nous n'avons rien à envier aux autres continents. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre continent. Il faut juste qu'on se donne davantage de confiance pour se dire on a autant le droit que les hommes à avoir des choses. Mais franchement, j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer énormément d'Africaines. Moi, je vous assure qu'elles sont au top du top. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont marqué? Oh, il y en a pas mal, mais je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire de jalouse. Mais honnêtement, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a des jeunes marocaines aussi qui sont brillantes. Hein. Moi, j'ai rencontré dernièrement, d'ailleurs via en vidéo comme ça, une jeune femme qui vit aux États-Unis. Je me suis dit, top, cette jeune Marocaine, il faut qu'elle rentre dans son pays. Donc, tu vois, franchement, moi, je dis, il y a énormément de très belles capacités. Il y a énormément de très, très beaux profils. Maintenant, il faut qu'on les mette en avant et qu'on accepte de les mettre en avant. Et là, le rôle de l'homme est très important parce qu'il doit accepter de partager un peu la scène. Il ne peut pas se permettre, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser la scène libre uniquement à un genre au lieu de l'avoir pour les deux genres. Et donc, ce partage de la scène est important et j'espère qu'on nous écoute et qu'on va partager davantage la scène avec les femmes marocaines, mais pas que, mais avec les femmes africaines en général. En tout cas, je l'espère. Je l'espère aussi, hein, je croise les doigts. Alors, on a encore d'autres questions qui arrivent dans le chat parmi celles-ci. Vous, Madame Samira Khelmlichi, est-ce que vous avez été inspirée par une femme, une personnalité féminine et quelle est la personnalité féminine femme qui vous inspire toujours? Alors, qui vous a inspiré peut-être auparavant pour justement en arriver là, être la première PDG aujourd'hui marocaine d'une filiale bancaire, et quelle est la femme aujourd'hui ou la personnalité féminine qui vous inspire toujours? C'est selon les âges, j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont un petit peu inspirée au fur et à mesure. Hein. Jeune, c'était Mère Teresa, tu vois, et au fur et à mesure, ça a évolué. Il y avait Indira Gandhi, tu vois, donc j'en ai vu pas mal, mais il y en a une actuellement que j'aime bien, qui n'a rien à voir avec le monde de la finance ou quoi que ce soit, mais qui, je trouve, fait de très, très belles choses. C'est Michelle Obama, parce que je trouve que cette dame, elle est super bien. Être femme de président, c'est pas facile. Et en même temps, elle l'a assuré d'une manière vraiment très, très belle. Comme quoi, le leadership peut se mettre en pratique même en dehors du cercle professionnel. Et d'être femme d'un président qui a accepté de partager la scène, ça c'est très important. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de partager la scène tout à l'heure. Hein. C'est vraiment important qu'on accepte de partager la scène. Madame Khelmlichi, votre définition du succès en 3 mots? Je dirais confiance, confiance, confiance. Parce que le succès, sans la confiance, il n'y en a pas. Donc, plus on va avoir confiance en soi, plus on va avoir confiance en son environnement et confiance autour des gens qui nous entourent, plus le succès sera au rendez-vous. Ça, j'en suis convaincue. En tout cas, Madame Khelmlichi, merci d'avoir partagé avec nous votre histoire et vos conseils. On ne peut qu'être admiratif devant vos réalisations et votre parcours. Mesdames, j'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné envie de se dépasser et de suivre le même chemin en allant de l'avant sans hésiter à prendre des risques. Madame Samira, un dernier mot pour la fin? Écoutez, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invitée et de m'avoir permis de partager un petit peu mon expérience. Je vais être franche avec toi, hein, tu me connais.
je ne suis quasiment pas sous les radars et donc je n'ai aucune envie d'être sous les radars, de parler de moi. Donc, c'est pour te faire plaisir que j'ai accepté d'abord de répondre à tes questions. Et franchement, moi, je dis le mot de la fin, si vraiment nous avons confiance en nous et qu'on s'engage à aller de l'avant, il n'y a aucune raison que les portes ne s'ouvrent pas. Si vraiment on est dans une logique de se dire il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas, il faut que je trouve les moyens, que je me débrouille, pour pouvoir réussir, je réussirai. Maintenant, il faut aussi se dire la réussite à 100%, on ne l'obtient pas dès le premier coup. On va faire des essais et on essaye. Et plus on va essayer, plus on va trouver réellement notre chemin. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on accepte de se tromper, qu'on se casse la gueule un petit peu, qu'on rate des choses, parce que c'est comme ça qu'on va faire des choses encore plus belles et il n'y a pas de raison qu'on ne les réussisse pas. Donc, acceptons d'avancer, acceptons de se donner la main et acceptons de partager. Et je suis sûre que la réussite sera là. Et surtout, acceptons de dire, nous avons autant de droits que les hommes. Il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas évoluer et réussir de la même manière. Merci beaucoup pour le mot de la fin et je vous remercie, vous tous, d'avoir été présents pendant cette session. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle session à 9h30 sous le thème « Comment prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes dans le contexte d'une crise ». Merci à vous tous. J'espère que cette session vous a inspiré, vous a poussé à aller de l'avant et à très, très bientôt. Merci. Merci encore. Au revoir.